Bonsoir à tous. Les Libyens ont ce soir un nouveau Premier ministre et l'opération militaire de l'OTAN est officiellement terminée. C'est pourtant le retour de la charia qui inquiète dans ce pays, en Tunisie. Un processus démocratique unanimement loué vient de désigner une majorité d'élus islamistes. Et là aussi, sur les deux rives de la Méditerranée, on se pose beaucoup de questions. Alors faut-il réellement s'alarmer des fruits du printemps arabe en cet automne si particulier? C'est le thème de ce débat en direct dont je vous présente les invités. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. Jean-Christophe Rufin, écrivain, médecin humanitaire et ex-ambassadeur de France au Sénégal. Souhir Belhassen est-elle présidente tunisienne de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. La réalisatrice franco-tunisienne Nadia El-Fani. Votre film Laïcité Inch'Allah est actuellement en salle en France et vous avez lu en Tunisie les foudres d'extrémistes islamistes. Enfin, Mathieu Guider, spécialiste du monde arabe et titulaire de la chaire d'islamologie à l'université de Toulouse. Et puis ce soir, nous serons aussi en duplex et en direct en Tunisie avec Abou Yareb Marzouki, que je salue. Il vient d'être élu à l'Assemblée constituante et était tête de liste du parti islamiste Ennahda à Tunis. Mais ce soir, l'actualité nous ramène d'abord en Libye. Un Premier ministre vient d'être nommé, il sera donc le premier chef de gouvernement de la Libye libérée. C'est aussi officiellement la fin de l'opération militaire de l'OTAN où la France a joué un rôle majeur. Mais Gérard Longuet, le président du Conseil national de transition, explique que la principale source de la législation libyenne sera la charia, littéralement la loi de Dieu. Fallait-il intervenir en Libye pour se retrouver avec un régime islamique à la place d'un tyran? Il le fallait pour d'autres raisons. Pour la menace qui pesait très immédiatement sur des populations civiles qui avaient fait le choix de s'exprimer librement et qui étaient menacées de destruction par les armes de guerre, par le colonel Kadhafi. Nous l'avons fait et nous sommes fiers de l'avoir fait. Il n'y a pas eu en 2011 un nouveau Srebrenica. Il n'y a pas eu des bras croisés devant l'annonce de meurtre qui aurait été perpétué. On peut en être à ce jour certain. Pour le reste, il appartient aux Libyens de construire la Libye de demain. Marine Le Pen a trouvé une formule où elle dit en gros on a dépensé 300 millions pour établir la charia. C'est une provocation stupide, ce qui n'est pas tout à fait étonnant de sa part. La vérité, c'est que sans l'intervention de la coalition, sans le rôle de la Grande-Bretagne et de la France, il y aurait eu les chars russes de Budapest dont parle Marine Le Pen de temps en temps. Ils étaient à Benghazi et ils décimaient des centaines de civils, inéluctablement comme on le voit en Syrie à cet instant. Jean-Christophe Rufin, est-ce que vous continuez à contester cette intervention, même après la chute de Kadhafi? Je pense qu'elle a été menée d'une façon un petit peu moins linéaire que ce que Gérard Longuet vient de nous décrire, c'est-à-dire que les choses se sont faites un peu cul par-dessus tête. On a commencé par reconnaître le Conseil national de transition alors que personne ne savait qui le composait. Et on est passé d'une opération qui était une opération de neutralisation de Kadhafi, qui pouvait se faire avec une exclusion aérienne et éventuellement quelques bombardements autour de Benghazi, à une opération qui était une opération de renversement de Kadhafi, une opération qui a duré 7 mois et demi, qui nous a conduit, avec beaucoup de difficultés parce qu'on n'avait pas beaucoup de soutien sur place, à utiliser tous les moyens. À envoyer des armes dans une région du monde qui est une région extrêmement dangereuse. Nous avons parachuté des armes, nous avons utilisé les forces spéciales, nous avons utilisé des islamistes, alors on en parlera beaucoup des islamistes aujourd'hui, il y a différents types, mais là des combattants islamistes dont certains étaient des gens qui avaient fait leurs armes auprès d'Al-Qaïda. Donc nous avons utilisé tous ces moyens, et puis des renégats du régime de Kadhafi qui aujourd'hui sont dans la mouvance du pouvoir, qui étaient des gens qui avaient torturé les infirmières bulgares, etc. Donc si vous voulez, moi j'étais tout à fait d'accord, si je puis dire, et je pense qu'on doit tous l'être, avec la première phase, qui est une phase de neutralisation. La guerre que nous avons menée, qui était une guerre à outrance contre un régime, c'est tout à fait autre chose. Hubert Védrine, aviez-vous anticipé cette situation, celle qu'on a en ce moment, et pensez-vous qu'il y a effectivement un risque? Ce qui revient à dire, fallait-il intervenir en Libye? Au début, le choix, c'était ne pas intervenir, ou au contraire essayer d'intervenir dans le cadre d'une décision de l'égalité internationale, donc du Conseil de sécurité. Il faut se rappeler que la France, dont l'action était honorable, et la Grande-Bretagne n'aurait pas réussi à faire passer cette résolution s'il n'y avait pas eu la demande de la Ligue arabe, d'une bande de zones d'exclusion aérienne, précédée par une demande du Conseil de coopération des États arabes du Golfe dans le même sens, courage qui n'arrive pas à montrer dans le cas de la Syrie parce que c'est un cas plus compliqué, et que s'il n'y avait pas eu ces deux demandes arabes, les diplomaties françaises et britanniques se seraient heurtées à un veto russe et chinois. Et c'est parce qu'il y a ces demandes que les Russes et les Chinois, qui détestent ce genre d'intervention pour des raisons qui les concernent directement, n'ont pas osé mettre le veto.
C'est ça qui a enclenché le mécanisme. L'autre choix, c'était de laisser faire. Dans le laisser faire le massacre de Benghazi. On peut croire Kadhafi et son fils par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Ce qui fait que Kadhafi serait devenu, s'il y avait eu cette abstention, cette passivité, le leader de la contre-révolution dans le monde arabe, et il serait là en train d'essayer de déstabiliser la situation en Tunisie, en Égypte, etc. Donc je crois que c'est un choix honorable qui a été fait, mais grâce au concours de circonstances que j'ai rappelé. C'est pas simplement, me semble-t-il, la France parce qu'elle voulait se mettre au premier plan. C'est pas ça l'explication. C'est une explication beaucoup plus vaste. Après, la résolution disait qu'il fallait protéger les civils par tous les moyens. Donc c'est la nature du régime qui a un peu entraîné l'engrenage qui a suivi. Alors bien sûr, il y a une interprétation un peu extensive de la résolution, c'est pas la première fois. Je trouve au total que ça vaut mieux que j'en ai pris l'option inverse. Et on serait dans une situation tout à fait sinistre pour commenter la situation si l'autre option avait été prise. Donc vous nous dites... Non, c'est pas parfait, c'est jamais parfait. Oui, mais vous nous dites, vous, ancien ministre des Affaires étrangères... Je pense qu'il faut assumer. Il y a des dangers à ce type d'opération, mais en gros, ce soir, le peuple libyen est libre. Oui, mais les dangers, vous les avez pas démontrés. C'est pas parce que les nouveaux responsables libyens disent quelque chose qui me semble dans le contexte une sorte de banalité, en réalité, sauf à voir de plus près de quoi ils retournent. On va regarder d'un peu plus près de quelle banalité il s'agit. Oui. Oui, non mais regardons. Soulevons le couvercle pour regarder ce qu'il y a dedans. Mais il ne faut pas paniquer a priori comme ça. Souher Belhassen, ça n'est pas fini. Quand le mot de charia a été prononcé, qu'a pensé la militante des droits de l'homme que vous êtes? Écoutez, j'ai regretté que des Libyennes et des Libyens soient morts et échappé à la dictature d'un Kadhafi pour tomber sous un asservissement encore plus grand. Et ça, c'est dramatique pour le peuple libyen que de tomber sous la loi charaïque, qui pourtant, dans la mégalomanie de Kadhafi, c'était pas un progressiste ou particulièrement un défenseur de la cause des femmes, comme on le sait, mais Kadhafi avait quand même sur la polygamie progressé, puisqu'il fallait l'accord de la première épouse et que le divorce pouvait être légalisé. Et là, on n'est pas du tout dans cette conjoncture. Et la charia, reculer et imposer la charia aujourd'hui est quelque chose de terrible. Vous avez parlé d'un risque. Je vous donne tout de suite la parole, monsieur le ministre, mais juste... Non, il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Décider, comme vous le faites, Yves Calvi, qu'aujourd'hui la charia s'applique en Libye est un petit peu prématuré. Laissez peut-être au CNT, à son Premier ministre... J'annonce qu'elle est annoncée. Elle est annoncée. Elle n'est pas appliquée. Elle est uniquement annoncée. Et le fait de l'annoncer n'est pas... Vous considérez que c'est l'appliquer. L'annoncer, c'est l'appliquer. L'annoncer, en tous les cas, est grave. Ce n'est pas la première... Il y a toujours eu des islamistes en Libye. Non, mais ce n'est vraiment pas... ce n'est pas le vœu de la population, ni le but de la population, ni ce qu'il y a de plus urgent, surtout. Voilà. C'est surtout ça. On ne voit pas la nécessité de l'annoncer de cette façon, sinon d'avoir une espèce d'accord moyen de la population sur une question sur le dos des femmes, bien évidemment, parce que c'est plus facile. Souher Belhassen, vous avez expliqué et même parlé d'un risque de retour en arrière à l'iranienne. Donc, je précise pour le ministre Longuet que pour l'instant nous évoquons des analyses qui ne correspondent pas à la réalité qui est pratiquée aujourd'hui en Libye. Merci de le rappeler. Je pensais avoir été assez explicite, mais c'est bien de le refaire. Non, vous étiez catégorique. Vous étiez sur le ton affirmatif. Je suis désolé, Yves Calvi, j'aime beaucoup votre émission, mais vous avez commencé par dire tout ça pour ça, le retour de l'islamisme. Non, pas à cet instant. Pour l'instant, on nous annonce le retour de la charia dans la parole. Une personne a fait une déclaration que nous condamnons totalement. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas le Premier ministre, puisqu'il vient de changer, il est nouveau, il n'a pas parlé encore. Alors, il a parlé, et il tient des propos apaisants que je vais citer dans quelques instants, mais attendez, c'est le président du CNT. Si vous désapprouvez ces propos, c'est très intéressant de vous l'entendre dire par ailleurs, monsieur le ministre. Tout à fait. Je crois qu'il y a deux choses très différentes. Il y avait la nécessité de protéger des populations civiles qui, dans un enchaînement qu'Hubert Védrine a parfaitement restitué, nous ont amenés à intervenir plus que nous le pensions. Et je regrette que Jean-Christophe, pour lequel j'ai le plus grand respect, ait présenté des nuances qui n'ont pas d'importance au regard de l'enchaînement au devant duquel nous avons été confrontés. Ensuite, il y a une construction libyenne. Laissons les Libyens s'exprimer. Tous les Libyens et pas simplement un seul. Et les Libyens se sont exprimés. Le président du CNT s'est exprimé. Et malheureusement, il s'est exprimé dans un sens qui est quand même un signal dangereux.
moi, ça me gêne beaucoup. Excusez-moi, mais il se trouve que vous êtes d'accord. C'est-à-dire que vous venez de dire qu'en effet, il s'est tenu des propos qui peuvent légitimement les propos sont condamnables. Inquiéter. Ils n'expriment pas le point de vue du peuple libyen. Nous sommes battus pour que le peuple libyen puisse s'exprimer comme le peuple tunisien vient de s'exprimer. On verra bien une fois qu'il se sera exprimé. Jean-Christophe Rufin veut réagir. Oui, mais il y a deux choses. D'une part, en tant qu'humanitaire, si je puis dire fondamentalement, moi je suis médecin, c'est vrai que ça me gêne beaucoup qu'une résolution des Nations Unies de type humanitaire ait servi à faire une guerre totale, c'est-à-dire qu'elle ait servi à protéger des populations, c'est une chose. Mais quand on a bombardé Sirte, dont la population était plutôt un soutien de Kadhafi, je veux dire, on n'était plus du tout dans la protection des populations, on était dans l'élimination d'un régime. Ce qui peut, encore une fois, être décidé, c'est une décision politique. On peut très bien dire, on voulait virer Kadhafi. Mais on ne peut pas le faire au nom des humanitaires, parce que dire que c'est une opération humanitaire, c'est à faire 7 mois et demi de bombardement, des largages d'armes, etc. C'est jeter sur les humanitaires. Rappelez, ces bombardements visaient des objectifs militaires pour la quasi-totalité, puisque le gouvernement de Kadhafi, qui a une bonne communication pendant ces 7 mois, s'est efforcé de parler de dommages collatéraux. Il n'en a établi 1 sur 4000 sorties d'avion. Oui, mais enfin, juste pour terminer, il y a aujourd'hui, par exemple, 3 ne mettez pas sur le même plan, qui viennent donc des choses de nature différente. Non, mais vous savez, la subtilité qui est la vôtre n'est pas forcément celle des populations dans les pays où travaillent les humanitaires, et ceux qui retiennent, c'est qu'au nom de l'humanitaire, on envoie l'OTAN. Bon. Et moi, je pense qu'il faut partager les deux choses. Sur des chars, sur des dépôts de munitions, pas sur des populations civiles. Cette opération, au début, était peut-être une opération de protection des populations. Lorsque Benghazi était menacé par des chars, je pense qu'effectivement, au début, il fallait taper un grand coup, faire une zone d'exclusion aérienne. Et les chars ont continué de frapper, cher Jean-Christophe Rufin. Les 4 chars de Benghazi ne se sont pas arrêtés. Kadhafi a continué à frapper sur les populations avec les moyens dont il disposait. Et il fallait neutraliser ces moyens militaires. On ne pouvait pas s'arrêter tant que les canons, tant que les Scuds libyens frappaient des populations civiles, nous étions obligés de les détruire. Voilà, c'est tout, c'est un rappel factuel. Non, mais moi je le conteste totalement. Je pense que cet engrenage, en réalité... Vous contestez le fait que seuls les objectifs militaires ont été détruits? Non. Vous vous trompez. Seuls des objectifs militaires ont été détruits. Je conteste le fait qu'une opération humanitaire se fasse à coup de bombardement de l'OTAN. Alors, l'opération n'était pas humanitaire, elle avait pour objectif de détruire des forces, ce qui a été fait. Alors, Hubert Védrine, et après, je reviens à la question qui nous anime ce soir, qui est de voir réapparaître des régimes islamistes. J'ai une question à poser à Mathieu Guider. Je serai très court. Je voudrais rappeler que la résolution 1973, qui a été votée par le Conseil de sécurité en invoquant le chapitre 7, c'est-à-dire le recours à la force. Ce qui est très rare, très très rare, que les 5 membres permanents qui ont le droit de veto soient d'accord là-dessus. Il faut peut-être remonter à la résolution après l'invasion et l'annexion du Koweït par l'Irak. On a très très peu par rapport à ça. Elle a été votée au nom de la responsabilité de protéger, mais c'est pas le terme humanitaire. Responsabilité de protéger, qui est le concept que Kofi Annan a fait adopter quand il a voulu se débarrasser du concept français de droit d'ingérence, qui était une impasse complète et que personne n'acceptait à l'ONU. Et cette responsabilité de protéger, dans certains cas, avec certains types de régimes, qui ont le comportement qu'on a vu, en réalité, c'est vrai qu'elle va très loin. Mais bon, c'est lié aussi à la nature du régime et à son comportement. Peut-être que si on ait pu s'arrêter, si le régime était d'une nature telle que c'est pu s'arrêter, ça aurait entraîné la division de la Libye en deux. Mais donc, pardonnez-moi, vous nous dites qu'il y avait un mandat très clair de protection de la population. Qui a été demandé le 11 mars quand même. On a reconnu le CMT le 11 mars. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jean-Christophe Rufin? C'est-à-dire que la France a reconnu un autre pouvoir à la place de celui de Kadhafi le 11 mars. C'est-à-dire qu'on est passé à ce moment-là à quelque chose de tout à fait différent qui était la reconnaissance d'un autre pouvoir et la mise en place d'une machine de guerre pour installer ce pouvoir. Avec tous les moyens. Il n'y a pas eu d'invasion terrestre. Par tous les moyens. La guerre totale, c'est la guerre en Irak 2003. Oui, mais justement, comme il n'y a pas eu d'invasion terrestre, on a utilisé ce qu'il y avait sur place. C'est-à-dire en particulier les islamistes armés. Mathieu Guider, je reviens quand même à la question des moyens employés pour obtenir quel résultat. Comment interprétez-vous, ce retour annoncé, je dis bien annoncé, à la charia en Libye? Si vous permettez, le mot charia fait peur en soi au peuple français. Oui. Il fait peur à tout le monde, donc peut-être prendre quelques minutes pour expliquer, et expliquer n'est pas justifié. C'est très important, parce que si les mots commencent à faire peur, on ne peut plus rien comprendre. Pour moi, littéralement, ça veut dire la loi de Dieu. Bon, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut savoir que pour tous les croyants, ce que l'on appelle la charia est appliquée depuis 14 siècles.
Je veux dire, les musulmans croyants ont toujours vécu sous une loi qui s'appelle la charia. Non, mais c'est important, c'est important de rappeler l'histoire. Vous expliquez, on est dans une région du monde où on vit, je vais employer un terme étrange, sous le régime, sous la loi coranique. Sous la loi coranique. Cette loi coranique depuis 14 siècles. Et ce que nous avons vu, ce que nous considérons comme des régimes laïques depuis 60 ans globalement pour l'ensemble du monde arabe, ce sont une parenthèse dans l'histoire de ce pays, dans la grande histoire. C'est une parenthèse, comme le communisme a été une parenthèse pour la Russie, comme d'autres. Pour la perception de ces gens-là, c'est une parenthèse. Ces gens-là revendiquent une identité. En France, c'est une identité nationale. On se revendique français. Dans toute cette partie-là, de plus en plus, les gens se revendiquent comme musulmans. Ils sont revendiqués comme arabes pendant le nationalisme arabe, pendant quelques années. Là, de plus en plus, et les régimes autoritaires de ces 20 dernières années y ont contribué, ils se revendiquent comme musulmans. Dans cette conception-là, lorsqu'ils se revendiquent comme musulmans, l'une des revendications majeures, c'est d'appliquer la charia. Excusez-moi, je peux intervenir, s'il vous plaît? Quand vous dites « ils se revendiquent », vous parlez de qui? De la majorité des gens. Non, vous ne parlez pas de la majorité, vous ne pouvez pas vous exprimer à leur place. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, en Tunisie par exemple, tout le monde se revendique comme musulman, monsieur. Non, pas tout le monde. Je suis tunisienne et déjà, je me revendique comme athée. Déjà, ça commence comme ça. Et je ne suis pas seule. Tout à fait, mais en Tunisie, vous aurez beaucoup de mal à vous revendiquer comme athée. Vous ne pouvez pas dire « ils », ces gens-là. J'ai dit la majorité ces gens-là, ils se revendiquent comme musulmans. Je n'aime pas cette façon de parler. Et quand vous parlez de gens qui vivent sous la loi coranique, je ne comprends pas de quoi vous parlez non plus. J'ai dit que les musulmans depuis 14 siècles... La loi coranique, si on l'applique, je suis désolée, quand on vole, on vous coupe une main. En Arabie Saoudite, on applique la loi coranique. C'est beaucoup plus compliqué. Pas en Tunisie. Je dis que les musulmans depuis 14 siècles ont vécu sous une loi qui s'appelle la charia. Non, vous dites depuis 60 ans, il y a une parenthèse. Je dis que, je répète, depuis 14 siècles, les musulmans ont vécu sous une loi qui s'appelle la charia et qu'au regard de ces 14 siècles, les 60 ans de régime laïque qu'on a vu un peu partout dans le monde arabe représentent une sorte de parenthèse. L'histoire le dira. Mais dans la grande histoire de ces pays-là, cela reste une parenthèse aujourd'hui. Et je prends parfaitement ce que vous dites exactement, mais aujourd'hui, il y a une tendance forte dans tous ces pays-là à une revendication identitaire très forte pour se revendiquer comme musulmans. Ça s'appelle une identité musulmane, comme il y a une identité nationale, comme il y a une identité arabe, etc. Je fais le constat. Je ne défends pas, je ne justifie pas, je ne légitime absolument rien. Après, on peut discuter des choses. Le fond de la question, c'est que tous ces gens-là mettent la loi divine au-dessus de toute autre loi. Elle est là. Le fondement du problème est là. Là où nous mettons... Vous nous dites, nous sommes en terre d'islam et on découvre qu'il y a un rapport à la religion. C'est d'une certaine façon aussi simple que ça? C'est exactement ça. En France, nous mettons la Constitution au-dessus de tout. C'est très important. Dans ces pays-là, vous avez une bonne partie de la population, je n'ai pas dit tout le monde, une bonne partie de la population qui met le Coran au-dessus de tout. C'est oublier un peu vite que la révolution s'est faite au nom de la liberté et de la dignité nationale. Tout à fait. Sans aucun slogan islamiste. On est d'accord. Ni même Allahu Akbar n'a été prononcé pendant toutes ces semaines de révolution. On va revenir en Tunisie dans un instant, Nadia El Fani, mais je voudrais poser une dernière question. Et alors, avant qu'on arrive à cette étape, à Mathieu Guidère, Abdel Rahim Al-Kib, qui est le Premier ministre, qui est élu ce soir comme chef du gouvernement de transition en Libye, désigné, dit qu'il veut bâtir une nation respectueuse des droits humains. Comment interprétez-vous ce message? Et est-ce que vous comprenez qu'à quelques jours de distance, on passe de nous serons inspirés, nous aurons comme source la charia à ce soir, je veux bâtir une nation respectueuse des droits humains? Comment on fait pour faire coexister les deux? Et est-ce que vous comprenez qu'on ne comprend pas ce qui se passe? Tout à fait. Voire que ça inquiète. La Libye, la constitution de 1969 de la Libye, mise en place par Kadhafi, remise et réformée en 1977, son article 2 dit le Coran est la constitution de la Libye. Bien. À partir de là, ce n'est pas une nouveauté dans la Libye que la charia existe en Libye. Il n'y a aucune nouveauté dans la déclaration qui a été faite par le chef du CNT. Et alors, pour répondre à votre question, le chef de CNT est un personnage qui est ministre de la Justice, mais il est aussi spécialiste du droit musulman. C'est un théologien avant tout. C'est pour ça qu'il est ministre de la Justice. Donc, il est dans son rôle lorsqu'il déclare ce qu'il déclare à l'adresse de populations qui sont battues.
Maintenant, le Premier ministre qui vient d'être élu, il a été élu à 29 voix majoritairement aujourd'hui, et quelqu'un d'un profil totalement différent. C'est un universitaire qui est scientifique, qui a fait des études aux États-Unis, qui a été universitaire. Il a fait sa première déclaration en anglais, je le précise. Tout à fait. Il a été universitaire dans différentes universités, notamment dans les pays du Golfe. Il a été dans des universités aux Émirats, dans des universités au Qatar. Et donc, c'est un homme de qualité, un intellectuel qui connaît le monde à l'extérieur. Et je pense que ce choix, à l'intérieur de ce Conseil national transitoire qui est élargi aujourd'hui, reflète tout de même une orientation nouvelle, une orientation beaucoup plus libérale de ce qu'a laissé penser cette annonce. Alors nous en saurons bien entendu un peu plus dans les heures à venir. On va parler maintenant de la Tunisie, qui est quand même au cœur de cette émission. Souheir Belhassen, comme la Libye, la Tunisie sort d'une dictature laïque. Est-ce que c'était inévitable un retour de l'islam et la victoire d'un parti islamique? Dictature laïque, d'abord, c'était pas tellement laïque, la Tunisie. C'est quand même son article 1 de la Constitution, c'est l'islam et sa religion. La religion de la Tunisie, c'est l'islam. Donc c'est bien dit dans la Constitution, la Constitution qui va être refaite là. Et il y a un consensus aujourd'hui. Donc tous les partis sont d'accord pour garder cet article. Il n'y a pas eu de contestation réelle de cet article. Maintenant, la laïcité s'est développée en Tunisie à la faveur de lois, d'un corpus, de code du statut personnel surtout. Et c'est vraiment aujourd'hui la ligne rouge. Si on peut aujourd'hui tirer une ligne rouge et voir là où les islamistes ne pourront pas avancer, c'est le code du statut personnel. Et le code du statut personnel est une réelle avancée, même par rapport au texte coranique. Ma question, pardonnez-moi, était plus politique que ça. Dans un pays où les islamistes ont par ailleurs été tellement brimés par le régime Ben Ali, était-il finalement logique, ou en tout cas probable, de les voir réapparaître? C'est la question que je vous pose à vous. Tout à fait, c'est l'héritage de Ben Ali. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que ça, c'est le résultat de dictature, non pas seulement de Ben Ali, mais il faut remonter jusqu'à Bourguiba. C'est la première fois que les Tunisiens voient la réalité de leur pays à la faveur de ces élections. Il n'y a pas cette uniformité qui était confortable pour tout le monde, aussi bien au plan national qu'international. C'est-à-dire que bon, on protégeait la Tunisie, c'était magnifique, c'était un peuple uni où tout était bien. On découvre des catégories sociales, on découvre la pauvreté, on découvre des régions réellement complètement oubliées, et on l'a vu à la faveur des élections. Donc aujourd'hui, on a une réalité. Tant mieux si on la voit. On n'est plus derrière le rideau, on est dans une véritable réalité. Maintenant, la réalité, c'est vrai qu'en Tunisie, les Tunisiens, c'est un peuple musulman. On est dans un pays musulman. C'est clair, à 90%. Maintenant, il y a des minorités. Moi, j'aurais souhaité que la proposition, par exemple, il y ait l'article 1, l'islam et la religion de la majorité des Tunisiens, et non pas l'islam et la religion de la Tunisie. Alors, j'y reviens. Je rappelle que c'est l'article existant de la Constitution. Je voudrais savoir si Gérard Longuet et Hubert Védrine ont été surpris, je pose la question simplement, par ces résultats électoraux. Gérard Longuet. Pas vraiment. Nous mesurions qu'il y avait un potentiel électoral pour le parti le plus proche de l'islamisme, Ennahda. Il n'est pas majoritaire, il a 40%, c'est considérable. Ce n'est pas non plus la majorité. Non, il est majoritaire sans majorité absolue. 6 Tunisiens sur 10 il n'ont est pas voté Ennahda. Mais 6 sur 10 n'ont pas voté Ennahda. Il a 36% des voix et 40% des sièges. Vous savez, si Louis XVI 20% de tout avait passé son pouvoir au suffrage universel, il aurait eu plus que 40% des voix. Hubert Védrine, il l'a pas fait. Surprise ou pas de ces résultats? Moi, je suis pas tellement surpris. J'ai eu l'occasion de le dire dans des émissions comme ça avant. Je m'attends d'ailleurs à ce que les islamistes sous différents noms soient en tête dans à peu près toutes les élections dans les pays arabes, dont on redécouvre avec stupéfaction qu'ils sont musulmans, en effet. Mais il y a 36 façons d'être. Il y a 36 façons d'être musulman, cela dit. Bon. Je m'attends au Maroc, ça serait pas étonnant qu'ils fassent quasiment jeu égal avec l'Istiklal, le PJD.
ou qui soit devant. En Égypte, ça serait bien stupéfiant que les frères musulmans soient pas très hauts. Et en Algérie? Donc en Algérie, non. Oui. Non, mais je veux bien votre avis. Non, mais il serait certainement très haut aussi. Donc c'est un fait. Je veux dire, on va pas être épouvanté et sidéré à chaque fois. Faut pas tout mélanger. De toute façon, on n'est pas en 79, c'est pas l'Iran, l'islamistes sont pas ce qu'ils ont été. Il y a des tas de tendances en leur sein. Ça va dépendre de l'interaction avec d'autres phénomènes qui se produisent ailleurs. Il y a des forces nouvelles et modernes qui se sont développées. Enfin, il y a mille choses. On peut pas plaquer des schémas et notamment pas des schémas d'inquiétude. Mais qu'ils soient en tête me paraît probable. Franchement, une surprise. Oui. Alors, je vais vous donner la parole. Nadia El-Fanny, le parti dont nous parlons tous et qui suscite tant d'interrogations, Ennahda se présente comme un parti islamiste modéré. Qu'en pensez-vous de cette expression, parti islamiste modéré? Moi, je réfute totalement le terme modéré au niveau de l'islamisme, mais je ne vois pas en quoi un islamiste est modéré, si ce n'est que c'est un islamiste qui ne pose pas de bombes, quoi, en fait. C'est ça. Quand on dit c'est un islamiste modéré, c'est par opposition aux islamistes terroristes ou etc. Mais un islamiste qui a l'intention d'appliquer la loi divine à tout un peuple et de gouverner selon la loi de la religion, pour moi, c'est un islamiste, qu'il soit modéré ou pas. Et c'est en tout cas des partis qui, pour moi, sont antidémocrates. Et ils l'ont prouvé déjà dans la campagne en faisant, par exemple, interdire mon film en Tunisie. C'est quand même un signe de non-ouverture à une pensée contradictoire. Et ça, c'est grave pour la Tunisie aujourd'hui. Vous confirmez que vous avez été menacé de mort et que lors de la deuxième projection de votre film à Tunis, la salle a été saccagée par des salafistes? Bien sûr, mais on a des preuves, on a des vidéos, il y a des plaintes. Mais celle qui est aujourd'hui poursuivie en justice en Tunisie, c'est moi, au nom de l'atteinte au sacré. Et ça, c'était avant que les islamistes ne fassent 36% des voix, comme je dis, et 40% des sièges. Est-ce que vous faites une différence entre le parti Ennahda qui arrive démocratiquement en responsabilité et ce qui s'est passé autour de vous, les menaces dont vous faites l'objet et l'intervention, dit-on, des salafistes dans cette salle de cinéma? Moi, je ferai la différence le jour où Ranouchi en personne, puisque maintenant on l'appelle le Shir en Tunisie et que c'est devenu presque bientôt, on va l'appeler comme je ne sais comment, l'ayatollah ou quelque chose comme ça. Donc le jour où Monsieur Ranouchi... Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Shir? Shir, c'est... Moi, je prononce Cheikh, pardonnez-moi, mais... Voilà. Le chef... Le chef, il est le chef du parti. Le sage, oui, voilà. C'est quelqu'un qui est au-dessus des autres, quoi. Donc le jour où Monsieur Ranouchi fera une déclaration pour rappeler que la liberté d'expression est indivisible, non négociable, non fractionnable, et qu'on n'a pas besoin de rajouter derrière, oui, il y a la liberté d'expression, mais cette cinéaste est allée trop loin, à ce moment-là, je voudrais bien croire qu'il est devenu démocrate. Alors, bonsoir Abou Yarem Marzouki. Vous êtes l'un des 90 élus donc du parti islamiste Ennahda à l'Assemblée constituante tunisienne, parti dont vous n'êtes pas membre mais que vous représentez. Vous êtes d'ailleurs mandaté par Ennahda ce soir pour intervenir dans Mots Croisés. Une nouvelle fois, merci de votre présence en direct de Tunis. Que répondez-vous aux inquiétudes que suscite Ennahda, qui viennent par exemple d'être soulevées par Nadia El-Fanny? Bonsoir messieurs, dames. D'abord, je suis agréablement surpris de voir que l'on découvre que ces pays sont des pays musulmans et que c'est normal qu'à un moment donné, les gens essaient de se définir tels qu'ils sont et de voir que leur révolution n'est pas seulement un phénomène politique, mais une renaissance spirituelle. Et donc, pour bien comprendre ce qui se passe en Tunisie, et je ne parlerai que de la Tunisie, il faudrait contextualiser l'opposition de ces deux absolus, l'absolu de la liberté d'expression et l'absolu de la non-représentation imagée du divin chez les musulmans. Nous avons donc une confrontation entre deux absolus, et si nous ne trouvons pas un terrain commun, il y aura nécessairement deux attitudes sectaires des deux côtés, et il faudrait nécessairement que les Tunisiens, dans cette révolution qui a réussi admirablement 3 moments de son cheminement, d'abord le 14 janvier, ensuite la période transitoire, enfin les élections, arrive à trouver une formule
qu'elle doit inventer pour que ces deux absolus puissent coexister et vivre en commun. Et je pense que ces inquiétudes, surtout en Tunisie, n'ont aucune raison d'être. Je ne parlerai pas de l'incident de l'Africa, parce que ça relève de la justice maintenant, mais je parlerai de la signification du phénomène. Il faudrait savoir... Non, excusez-moi, je vous interromps. Abou Yareb Marzouki, juste une question. Puisqu'on vient de l'évoquer avec Nadia El Fani, et c'est intéressant de vous entendre avoir une position la plus claire possible là-dessus. Est-ce que vous condamnez les violences qui ont marqué la projection du film de Nadia El Fani? Laissez-moi terminer et je vais vous dire ma position. D'abord, la Tunisie vivait deux phénomènes de fébrilité. L'un, celui de la révolution, et l'autre, celui de la préparation des élections. C'est une campagne électorale, pré-campagne électorale, et donc les gens cherchaient à se positionner. C'était un jeu plus ou moins politique, parce que dans ce film, il s'agissait de comparer la Nahda, plus ou moins insidieusement, à ce qui s'est passé en Iran, tout en oubliant que l'islam sunnite est totalement différent de l'islam chiite. Indépendamment de tout cela, la Nahda avait condamné d'une façon claire et nette l'usage de la violence, mais elle a en même temps parlé d'une violence symbolique à un peuple en révolution et en préparation pacifique d'une période électorale très difficile, sachant que la Tunisie était à côté d'un autre pays qui vivait une guerre civile. Il fallait tout faire pour éviter que le peuple tunisien ne devienne dans la même effervescence révolutionnaire qui pourrait conduire à une guerre civile. Et de toute façon, la justice est en train d'étudier ce problème et elle a découvert que c'était quelques extrémistes et non pas la Nahda qui avait réagi à ce film. La question centrale, vous le savez, pour beaucoup de ceux qui nous écoutent et pour nous Français, c'est quand même essentiellement la condition des femmes. Pouvez-vous nous garantir que les Tunisiennes ne perdront pas un seul de leurs droits acquis depuis l'indépendance, dans des domaines aussi variés que le divorce, la répudiation, la polygamie ou le port du voile? Et l'adoption. Non seulement je vais vous le promettre, mais je vais vous le démontrer. Le seul parti qui ait donné l'accès à l'Assemblée constituante d'une façon presque égale entre hommes et femmes, c'est le nôtre. Il y a 42 femmes qui représentent la Nahda sur 90, autrement dit à peu près la moitié. Et ces femmes sont des institutrices, des professeurs, des médecins, des avocats et même des professeurs d'université. Et toutes ces femmes ne sont pas prêtes à renoncer à leurs droits. Il y a des femmes, mais est-ce qu'elles sont prêtes à garantir le droit des autres femmes tunisiennes telles que nous venons de les évoquer? Bien sûr. Puisque vous avez parlé du cheikh, qui signifie le savant, le grand savant en sciences religieuses, en arabe, cheikh, ça signifie cela. Ce cheikh avait toujours affirmé que le code de statut personnel est considéré comme quelque chose que le mouvement Nahda adopte, défend et visera à améliorer dans le sens qui servirait les droits de la femme. Donc je vous repose la question là aussi très directement. Les Tunisiennes qui souhaiteraient s'habiller en mini-jupe, celles qui ne portent pas le voile, ou les laïcs qui ne respectent pas le ramadan, n'ont rien à craindre des Nahda. Absolument, puisque le cheikh, encore une fois, avait affirmé que cela ne relève pas des affaires de l'État. C'est une question qui relève des mœurs d'un peuple et ils n'ont rien à voir avec les responsabilités de l'État. Notre peuple maintenant a deux types de mœurs qui coexistent, qui vivent ensemble, et peut-être la nationalité de notre ami qui vient de parler, la double nationalité, le symbolise bien. Mais nous devons savoir que le seuil de tolérance des peuples diffère. Même en France, la campagne a un seuil de tolérance d'un certain nombre de comportements moindre que celui de Paris. Et de même, le seuil de tolérance relativement aux mœurs et à la moralité d'un peuple change. En Tunisie, nous ne pouvons pas demander aux Tunisiens de vivre à la parisienne. C'est très difficile, mais rien ne les empêche de vivre leur vie s'ils vivent en Tunisie. Et donc,
Je crois que si nous reconnaissons... Non mais vous ne pouvez pas leur dire, si vous souhaitez vivre comme les femmes en France, il faut que vous vous cachiez en Tunisie. Mais pas du tout. D'accord. Pas du tout, puisqu'elles vivent comme les femmes en France et personne ne les dérange. D'accord. Personne ne les dérange. Mais elles n'ont pas le droit de dire nous imposons notre mode de vie ou notre mode de vestimentaire aux autres femmes. Allez-y. Écoutez, là c'est la liberté individuelle qui est remise en cause clairement. Et c'est quand même dangereux. Je reviens à M. Ranouchi qui a fait une déclaration avant-hier encore en parlant de l'adoption. L'adoption est aujourd'hui dans le texte du Code du statut personnel. Elle est autorisée, l'adoption, c'est-à-dire donner son nom à un enfant adopté. M. Ranouchi, hier, avant-hier, a déclaré que sur l'adoption, lui, il reviendrait... Je rappelle qu'il est le leader du parti Ennahda, hein, puisque tous ceux qui nous regardent ne savent pas. Oui, pardon, il est donc... le monsieur Ranouchi, qui est le président du parti Ennahda, lui a déclaré qu'il reviendrait sur l'adoption pour le donner sur la kafala. La kafala, vous savez que c'est une manière de garantir, c'est une garantie. On donne aujourd'hui aux ouvriers émigrés dans le Qatar ou dans les pays du Golfe une garantie sur quand ils rentrent et qu'ils donnent leur passeport, ils ont un garant. Aujourd'hui, les parents qui adoptent un enfant, et ça existe en Tunisie depuis aujourd'hui 50 ans. Depuis la création du Code du statut personnel, l'adoption est un fait. Il y a des parents qui ont adopté des enfants, qui donnent leur nom aux enfants. Et aujourd'hui, revenir sur cette décision est extrêmement grave. Et il l'a dit publiquement. Je l'ai entendu avant-hier. Je peux vous demander une réaction sur la polygamie, sur la polygamie, on l'a poussé. Il a dit maintenant la monogamie est rentrée dans les mœurs, on n'a plus besoin à la limite d'avoir une loi qui l'interdise. Mais je ne reviendrai pas sur la polygamie. Voilà où M. Ranouchi a été très clair, le président donc du parti Ennahda. Donc moi ce que je voudrais, c'est que sur l'adoption, qui est quelque chose d'extrêmement important, parce que ces 50 ans de pratique de l'adoption vont être remis en question. Et il n'était pas nécessaire, comme pour tout à l'heure à propos du président du CNT, de dire on va revenir à la charia. C'est pas ce qu'il y a de plus urgent aujourd'hui et c'est dangereux, c'est quelque chose. En tant que présidente d'une organisation de défense des droits humains, ça, je le dénonce et je ne peux l'entendre. Abou Yareb Marzouki, une réaction rapide, s'il vous plaît. Oui, rapide. Il s'agit d'un problème de casuistique, parce qu'il s'agit tout simplement de donner un autre qualificatif juridique. Il ne s'agit pas de la kafala au sens du golf. Il s'agit tout simplement d'accepter l'adoption sans lui donner d'effet juridique d'héritage des biens du père, et pour éviter que l'enfant adopté ne perde ce droit, on le nomme kafala. C'est tout simplement un problème de casuistique. Il s'agit de rebaptiser ce droit pour ne pas contrecarrer le droit coranique. Mais le droit au sens positif du terme reste le même. Autrement dit, l'enfant sera adopté dans la famille, il aura la possibilité d'hériter, non pas en tant qu'adoptif, mais en tant que kefil. Il n'aura pas de nom. Makfoul. Il ne porte pas de nom. C'est ça la casuistique. N'est-ce pas? C'est un problème de casuistique qui ne change rien au statut des enfants adoptés. On va échapper au problème de casuistique. Vous voulez réagir et ensuite je souhaite interroger nos autres invités. Deux points sur ce qui se passe en Tunisie. Il y a d'abord la question de savoir est-ce que à un moment ou à un autre, Ennahda va imposer ou non. Et là, je rejoins ce qu'a dit M. Vidrine, à savoir que la dynamique islamiste aujourd'hui, après des décennies de dictature et de répression féroce, d'interdiction de quasiment tout, les Tunisiens vivaient dans une prison à ciel ouvert. Il faut le savoir, cela, bien. À partir de là, les islamistes partout, et pas uniquement en Tunisie, ils vont être libéraux, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils vont laisser faire. Et le simple fait de laisser faire, c'est-à-dire de ne pas interdire ce qui était interdit, va de fait amener les masses, parce qu'il y a 36% tout de même, va de fait amener le masse petit à petit à imposer un mode de vie différent de ce que nous connaissions auparavant.
Et c'est là le seul danger que je vois aujourd'hui en Tunisie. La moralisation. La moralisation. C'est la Pourquoi? moralisation. Parce que là, vous nous dites la vie va changer. La vie va changer. moralisation de la société. Juste un instant. La vie va changer pourquoi? Parce qu'on est dans une démocratie. C'est très important. Les leaders aujourd'hui que nous voyons, y compris le monsieur qui parle là, sont tous éclairés. La plupart d'entre eux ont passé 2 décennies dans les plus grandes démocraties du monde, soit en France, soit en Grande-Bretagne. Donc ils savent ce que c'est une démocratie. Ils tiennent le discours des démocrates globalement, des musulmans démocrates si on peut le dire comme ça. Ils ont donné toutes les garanties possibles et imaginables. Ils viennent de donner des garanties sur l'adoption. Ce n'est pas ma crainte. Ma crainte, elle n'est pas là. Ma crainte, elle est dans la base. Parce que la base, celle qui a parlé dans les mosquées, celle qui a fait des campagnes dans les mosquées aujourd'hui, ne tient pas à ce discours-là. Il ne s'attend pas à ce discours-là. Et elle voudra à un moment ou à un autre, en tant que musulman, elle voudra à un moment ou à un autre qu'on lui dise pourquoi, je pose une question précise puisqu'elle l'a posée, pourquoi dans le Coran la polygamie est autorisée explicitement, pourquoi le gouvernement ne me laisse pas épouser une autre? Et à ce moment-là, tous les leaders que nous voyons aujourd'hui, qui sont tout à fait éclairés, tout à fait nous rassurent tous. Quoi, qui nous disent ce que nous avons envie d'entendre? Non, c'est pas qu'ils nous disent vraiment ce qu'ils pensent, mais la dynamique populiste, la dynamique populiste et la séparation entre des élites et la masse populaire va poser problème à un moment donné, c'est-à-dire que ces 36% vont petit à petit grossir du fait des ouvertures qui vont y avoir. Hubert Védrine, l'Iranienne et prix Nobel de la paix Shein Ebadi, a mis en garde les Tunisiennes contre les islamistes et fait un parallèle avec ce qui s'est passé en Iran. On peut oublier l'Iran, vous nous avez dit tout à l'heure, cessons les comparaisons, mais est-ce que vous comprenez sa mise en garde? Non, je suis surtout embarrassé par la nature du débat ici. Parce que je suis très intéressé par le débat entre Tunisiens auquel nous assistons. Et naturellement, en tant que Français, je suis proche de vos thèses, madame. Bien sûr, ça me paraît naturel et je comprends votre colère par rapport au film, naturellement. Mais au nom de quoi on les interroge comme vous le faites? On représente quoi? Au nom de quoi? C'est pas un protectorat français, la Tunisie. Dans des affaires qui concernent des choses aussi sensibles que le divorce ou l'adoption, etc., les débats qui ont lieu dans un pays européen ne sont même pas contrôlés par une sorte de superstructure européenne après 50 ans d'intégration européenne. Et si un pays voisin en Europe se mêlait de ça, on lui dirait occupez-vous de vos affaires. Donc, il se passera en Tunisie. Je crois qu'il y a un respect des droits de l'homme, oui, non, mais, des droits humains, bien sûr, mais des droits humains en général. On n'est pas le gendarme, du monde. Qu'on parle ici autour de cette table. Non, mais c'est très intéressant intellectuellement, c'est intéressant politiquement. Mais ce qui va se passer en Tunisie dans les mois et les années qui viennent, on ne sait pas très bien. On ne sait pas s'ils sont sincères ou tactiques. On ne sait pas si les élites pensent des choses vont être débordées par la base, etc. On peut craindre que, etc. Bon. On fait semblant de pas savoir. On ne donne pas de leçons quand on pose des questions. On s'interroge. Si, elles sont toutes orientées. Je veux dire, ça va dépendre de ce qui va se passer entre les Tunisiens et les Tunisiennes dans une sorte de rapport de force globale. La Tunisie n'est pas perdue au milieu de l'Asie centrale. La Tunisie est dans le Maghreb, très proche de la France. Moi, je suis plutôt confiant dans le fait que les scénarios les pires, les plus redoutables seront contrés par toutes sortes d'autres forces. Mais évidemment, ça passera par des batailles. Enfin, au sens oui, la Tunisie, c'est particulier. La Tunisie, quand même, laissons-les débrouiller entre eux. Ça ne nous regarde pas. La Tunisie n'est pas un pays avec lequel on a des liens. Et la situation des femmes tunisiennes ne vous préoccupe pas? J'y crois pas une seconde. Je ne vais pas jusque-là. Mais je pense que globalement, nous gardons un ton qui est vraiment un ton de protectorat, qui est insupportable de paternalisme, qui n'a aucun effet, en plus. Bon, c'est pas la peine d'avoir applaudi à la démocratisation dans ces pays pour être épouvanté par les résultats. Bon, donc vous avouez que les deux sont liés. Si on a été ému par le printemps arabe, on doit s'étonner sur l'automne puis l'hiver qu'il devient. Il vaut mieux organiser une excellente émission comme celle que vous faites, entre Tunisiens qui représentent l'ensemble des tendances en Tunisie, d'autant que c'est très regardé, c'est écouté, ça peut avoir de l'impact, et les arguments modernes peuvent avoir de l'impact par rapport à ça. Mais on n'a pas, c'est peut-être un peu brutal, mais c'est pas à nous de trancher. On n'a pas à faire les juges. Non, mais l'interrogation, M. Védrine, l'interrogation par rapport à ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Oui, mais profiter de l'espace de débat, c'est bien, je trouve ça bien, ça. De dire aussi comment faire face à cette nouveauté. Oui. Aujourd'hui, mais nous aurons à nous adapter à ces situations. Il faut qu'on essaie de les accompagner intelligemment, mais il ne faut pas qu'on soit comme des éléphants dans la porcelaine par rapport à ça. La plupart des arguments bien intentionnés qu'on va mettre en avant vont se retourner contre ceux que nous voudrions aider. L'éléphant Calvi donne la parole au ministre Gérard Longuet qui voulait intervenir. Très brièvement, les valeurs que vous avez défendues sont les miennes.
La Ce question sont est de nos valeurs, savoir... c'est les valeurs de l'humanité, c'est les valeurs des droits de l'homme. C'est Ce sont en tous normal. les cas les miennes et ce sont celles de la République française depuis peu d'ailleurs, permettez-moi de le dire, depuis peu. Il nous a fallu 2 siècles entre la révocation de l'édit de Nantes et la suppression du concordat avec la loi de 1905. Donc vous savez, je suis un peu de l'avis d'Hubert Védrine. Nous avons fait le chemin, on a mis du temps. Sommes-nous exemplaires? Aujourd'hui peut-être, de notre point de vue commun, on a quand même mis du temps. Donc la modestie et la compréhension doivent nous animer. La question que je me pose, c'est en effet la question du débat interne. Jusqu'où le débat interne doit-il être arbitré de l'extérieur? À l'intérieur même de l'Union européenne, nous avons des pays qui ont des comportements très différents du nôtre. Je rappelle simplement, en effet, on me le glissait à l'oreille, la Bulgarie et la Pologne ne reconnaissent pas aux femmes le droit de l'avortement. Avons-nous demandé aux Bulgares et intimons-nous l'ordre aux Polonais de nous aligner sur la législation française? Nous ne l'avons pas fait. Donc je pense qu'il faut vraiment être très attentif à ce qu'il y ait la plus grande liberté, qu'il n'y ait pas ces effets de société, qu'il n'y ait pas de violence, que nous défendions les gens dont nous partageons les idées. Mais nous ne dirigeons pas la Tunisie. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que la violence vient quand même toujours du même camp. Et que ceux qui sont sommés de s'expliquer et soi-disant qui tentent d'imposer des idées que nous appelons universelles depuis longtemps universelles, sont eux qui sont obligés de se justifier. C'est quand même extraordinaire. On a affaire à des gens qui ont justifié la violence parce que quand on condamne la violence, mais qu'on rajoute « mais » derrière, et qu'en plus on parle de mon film, comme si soi-disant c'était un film qui comparait Nahda et Hamas ou je ne sais pas ce que Monsieur Marzouki a dit, mais en tout cas il a dit quelque chose de faux qui prouve qu'il n'a pas vu ce film. Mon film a été attaqué en Tunisie. On a empêché la diffusion du film. Ce qui est formidable, c'est que votre télévision est regardée en Tunisie et en vous donnant la parole, on vous permet de vous exprimer aussi en Tunisie. Mais en Tunisie j'ai parlé, c'est bien parce que j'ai parlé sur une télévision que j'ai été attaqué. Et c'est pour ça que nous avons aussi donné la parole à Monsieur Marzouki. Mais je vous laisse terminer. Vous dites la violence, on doit se justifier. C'est à nous, les démocrates, de nous justifier, de contrecarrer un projet antidémocratique. C'est quand même extraordinaire. Je vous ai quand même entendu dire entre eux et moi c'est la guerre. Est-ce que vous maintenez ces propos ? Dans mon film, je dis entre eux et moi c'est la guerre parce que eux tentent de m'imposer de vivre sous une loi divine que je refuse de reconnaître. Et partant de là, c'est eux qui me déclarent la guerre et je me défends. Je me défends avec mes films, je me défends en allant sur les plateaux de télévision ou de radio pour dire ce que j'ai à dire, et je me défends en Tunisie. Aujourd'hui, moi, je suis convoqué par un procureur, je ne sais même pas si je peux retourner en Tunisie et je peux en ressortir comme je veux. Je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui. Il y a 3 chefs d'inculpation contre moi par des avocats qui sont les alliés d'Ennahda et qui ont attaqué pour atteinte au sacré, pour atteinte aux bonnes mœurs et atteinte à un précepte religieux. Alors si on me donne des garanties de liberté, je ne vois pas sur quoi elles portent si elles ne portent pas sur la liberté de conscience. Jean-Christophe Rufin. Moi je pense qu'on a une vraie responsabilité d'être les soutiens des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et c'est pas du tout une ingérence, c'est pas du tout scandaleux. C'est d'ailleurs une contradiction dans votre propos, pardon, mais ça ne vous choque pas du tout qu'on ait envoyé les bombardements, encore une fois, au nom de nos valeurs. Et puis alors, dès que c'est fini, dès que la statue du commandeur est déboulonnée, là, on dit maintenant ils se débrouillent. Bon, ils se débrouillent et surtout, il ne faut pas les influencer. Alors qu'on a bombardé pendant 7 mois et demi. Je veux dire, or, on sait très bien que toutes ces révolutions se jouent justement après la chute du dictateur. C'est là que c'est essentiel. Vous avez en Tunisie, on a 2 représentants ici, mais il y en a beaucoup en Tunisie, des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent, mais très profondément, et qui sont menacés. Et pas seulement en Tunisie, je dirais. Parce que le problème se pose, par exemple, bon, dans des pays qu'on n'évoque pas ce soir, mais dans l'ensemble, par exemple, de l'Afrique noire. Aujourd'hui, au Mali, vous avez, sur la question du code de la famille, vous avez des féministes qui sont en grand danger. Oui. On ne va pas leur dire, écoutez, débrouillez-vous parce que c'est pas nos affaires, etc. Et puis à côté de ça, on va aller bombarder un dictateur. Il faudrait être cohérent. Si vraiment on veut défendre les droits de l'homme partout, et vraiment je suis bien placé pour dire qu'il faut le faire, il faut le faire surtout maintenant, dans ces conditions-là. Or, par exemple, je reviens un instant sur la Libye, on s'est retiré maintenant tout moyen d'agir, puisque l'OTAN, c'est formidable, s'est arrêté et parti en disant, écoutez, voilà, maintenant, vous vous débrouillez, le dictateur est tombé, débrouillez-vous.
Mais Alain Juppé a dit, nous resterons très vigilants. On restera très vigilants et on n'était pas vigilants avant. C'était avant qu'il fallait voir à qui on apportait le pouvoir sur un plateau. Ces islamistes armés libyens, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de Tunisie, on les a portés au pouvoir. Alors, je veux dire, il faut être cohérent. Vous avez défendu cette intervention, mais en revanche, quand il s'agit de défendre tout simplement les droits de l'homme, alors là, tout d'un coup, ça sera de l'ingérence. Des valeurs universelles. Ce sont des valeurs universelles. Il faut être avec eux. Mathieu Guider. Je crois que tout le monde s'entend sur le fait que ce sont des valeurs universelles que nous partageons tous. Il faut que ça soit très clair. Nous divergeons sur les moyens de les soutenir, sur les méthodes de les soutenir. Et tous ceux qui ont un peu d'histoire dans la tête savent aujourd'hui que soutenir la laïcité qui n'a pas de traduction en arabe dans ces pays, elle n'a pas d'équivalent. Il faut aussi savoir que des concepts, on ne peut pas les importer si les gens ne savent pas se les approprier. Les Arabes disent laïki, c'est-à-dire c'est un calque du français, ou alors il est traduit par athée, ou alors il est traduit par quelqu'un qui est scientiste. Donc il y a des concepts qu'on ne peut pas faire. L'expérience a montré que ces islamistes ne sont pas le résultat du printemps arabe. Il faut vraiment que ce soit clair. Ils existaient avant. Je donne un exemple précis. Ils ont eu, aux élections de 89 en Tunisie, ils ont eu 19%. Aujourd'hui, ils sont à 41. 36 si on compte les choses. Donc, il y a toute une lame de fond. Il faut quand même le comprendre. Une lame de fond qui a commencé il y a très longtemps et qui est en train d'émerger aujourd'hui dans ces pays-là. Serait resté dans des réflexes du passé. On a laissé des dictateurs maîtriser ces situations de façon radicale. Ça n'a pas marché et le résultat est encore pire que si on l'avait traité de façon autrement. Aujourd'hui, je suis pour le traitement de ce problème de façon différente et pas avec un discours radical. Sinon, on risque une radicalisation de l'autre côté, et là, on s'en sort plus. On est face à des néo-conservateurs, il y a des néo-fondamentalistes. Ce n'est pas une bonne idée. Abou Yarem Marzouki, on vient de me dire, il bouffe, absolument lui redonner la parole. Alors, bien entendu, je vous donne la parole avec grand plaisir, puisque vous avez accepté de participer à cette émission. J'ai la parole. J'aimerais bien d'abord souligner que messieurs les deux ministres ont bien décrit la situation. Un peuple a une histoire, un processus historique très lent, très difficile, et il faut réellement attendre la maturation sociale et anthropologique des valeurs d'un peuple. On ne peut pas lui imposer manu militari les valeurs d'une minorité qui pense qu'elle a le droit au nom de valeurs qu'elle dit universelles, sans savoir que ces valeurs devenues universelles résultent d'une histoire précise et que, actuellement, en Tunisie, on a eu la chance de faire une révolution pacifique qui permet à tout le monde de s'exprimer, qui a donné la parole à tout le monde. Et les libéraux, les islamistes sont libéraux. Les libéraux, les gauchistes même, vivent ensemble, vont avoir accès à l'Assemblée, vont faire de sorte que la Constitution soit quelque chose qui satisfasse tout le monde. Et cependant, il y a un certain nombre d'extrémismes de gauche qui veut donner naissance à un extrémisme de droite et faire de sorte que l'on appelle à l'intervention étrangère et peut-être à un dictateur à la Ben Ali pour gouverner ce pays malgré la volonté et la révolution spirituelle de ce peuple. Ce que nous voulons, c'est que l'Europe nous aide à développer notre peuple avec les moyens que nous choisissons en tenant compte de la situation actuelle de notre peuple. Nous savons qu'actuellement, dans notre peuple, il y a disons, quelque chose qui est une société émergente optant plutôt pour des valeurs laïques. Il y a une autre société qui refuse ces valeurs laïques. Il s'agit de trouver un terrain commun pour que ces valeurs rationnelles et laïques et ces valeurs spirituelles et religieuses puissent coexister et petit à petit devenir les valeurs communes à tout le peuple tunisien. Je pense que l'analyse faite par notre collègue savant qui a étudié la société musulmane est la bonne analyse qui permettrait aux Tunisiens et peut-être aux autres Arabes et musulmans d'accéder à la modernité sans renoncer aux valeurs spirituelles auxquelles ils croient. Une dernière réaction de Nadia El-Fani. On voit bien la mauvaise foi dans votre discours quand vous opposez les valeurs laïques aux valeurs de la religion.
Alors que les valeurs laïques, monsieur, je vous rappelle que la laïcité, c'est tout simplement la séparation du politique et de la religion. On ne veut pas que la religion soit la base de la gouvernance de la Tunisie. C'est ça la laïcité. Arrêtez de faire croire aux Tunisiens que la laïcité est contre la religion. La laïcité protège toutes les religions et elle préserve des extrémistes religieux. Et c'est bien pour ça que moi je la veux en Tunisie. Puis on ne peut pas dire aujourd'hui que les valeurs ceux qui attaquent les cinémas et les principes de défense des droits humains, aujourd'hui, je regrette Monsieur Marzouki, mais dans votre discours, c'est pas ce qui apparaît aujourd'hui. Et pour nous, en tous les cas, pour nous, on a mené ce combat aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous êtes parvenu, si vous êtes majoritaire dans l'Assemblée, si vous êtes le parti majoritaire, c'est grâce au combat de tous les défenseurs en Tunisie. Ce n'est pas le vôtre uniquement, c'est le nôtre. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il faut que vous intégriez, que vous le vouliez ou pas, ces valeurs qui sont universelles. Il n'y a pas de valeurs musulmanes et des valeurs universelles. Il y a des valeurs universelles que nous défendons tous pour que, évidemment, chacun puisse vivre sa religion tranquillement, avec sérénité, mais ne pas l'imposer aux politiques. C'est tout ce que je dis. C'est que ma liberté individuelle ne doit pas correspondre à une valeur musulmane. Elle ne peut pas correspondre forcément à cela. Et bien sûr, la Tunisie est différente. La Tunisie a intégré des valeurs extraordinaires qu'elle doit aujourd'hui pouvoir imposer et s'entendre sur... Vous avez très souvent cité l'exemple turc. Je regrette l'exemple turc, Monsieur Marzouki. L'héritage, l'égalité, il n'y a pas la peine de mort. Oui, vous avez... écoutez, vous ne faites que ça depuis le début de la campagne. Ne vous inquiétez pas, c'est l'AKP. Nous allons réellement appliquer les valeurs universelles. Or, les valeurs universelles, la Turquie repose sur un socle laïque. Et c'est ça. Nous sommes tout à fait d'accord à ce moment-là si vous allez vers cela. Mais ce n'est pas vers cela. Votre discours aujourd'hui ne prétend pas à ça. Il y a les valeurs musulmanes, il y a les valeurs universelles. Abou Yared Marzouki, merci infiniment d'avoir participé à cette émission en direct de Tunis. J'espère qu'on pourra à nouveau sur notre chaîne établir ce type d'échange et de conversation dans nos émissions en direct. Et merci beaucoup. Je rappelle que vous interveniez donc en direct ce soir de Tunis. Il y a quand même une question qui reste posée, Souher Belassem. Vous venez d'interpeller Monsieur Marzouki. On est en terre d'islam. Je sais pas, parce que je vous parle de... Voilà, et on est en terre d'islam. Oui, on est en terre d'islam. Oui. Mais on est en terre d'islam, on est en Tunisie aussi. Ce n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Algérie non plus, et ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Et ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est que les 2 poids et 2 mesures, aujourd'hui, nous les vivons encore. Ce que nous attendons, nous, d'une Europe ouverte, universelle... 36 poids, 36 mesures. Même 36 poids, 36 mesures, malheureusement. Mais réellement, aujourd'hui, c'est un projet qui puisse aussi être toujours en accord entre les 2 rives de la Méditerranée, au moins. Vous savez combien la France, au niveau de l'Union européenne, la parole de la France compte. Où est la parole de la France aujourd'hui? C'est ma question. Devant ce qui est en train de se passer au sud de la Méditerranée, aujourd'hui, quel est le projet? Ça tombe bien, on a un ministre de la République sur ce plateau. Le grand projet, réellement, qui puisse, sur ces valeurs universelles, parce que c'est sur ça. Et je reconnais que moi, dans une organisation comme la mienne, ce sont les valeurs universelles qui nous sauvent et qui ont fait avancer la Tunisie, qui font qu'aujourd'hui la Tunisie est démocratique. Elle va vers cette réaction de Gérard Longuet. Je crois d'abord que la Méditerranée est notre bien commun, au nord et au sud, et que nous avons le devoir de nous connaître, de nous comprendre, de relativiser les différences. Il y en a, elles ne sont pas des oppositions. Il y a les gouvernements, il y a la bataille politique. Dans la culture tunisienne, vous avez évoqué le statut personnel. C'est l'héritage de Bourguiba, on ne peut pas l'oublier.
Et Bourguiba, d'une certaine façon, permettez-moi de le dire, est l'héritage de la République française, de la Troisième République. Il y a ce mélange, il y a ce mix culturel. Il ne me choque pas, bien au contraire. Aujourd'hui, je ne voudrais pas condamner la démocratie tunisienne pour la raison qu'une fraction importante de gens qui ne partagent pas mes convictions se sont exprimés et apparaissent comme le premier avis. Et j'ai presque envie de vous retourner la question. Quel est le sentiment de tous ceux qui n'ont pas voté pour Ennahdha? Ont-ils envie de travailler ensemble parce qu'ils ressentent un danger? Ou au contraire se disent-ils, on va travailler avec cette force parce qu'elle est principale et on va essayer de l'améliorer. Parce que moi, je ne suis pas tunisien, je n'ai pas d'idées sur la vie politique tunisienne. J'ai d'ailleurs déjà beaucoup de mal à avoir des idées sur la vie politique française parfois. Et donc je cherche chez les autres à comprendre ce qu'ils veulent faire. Et moi, le service que vous pourriez me rendre, nous sommes attentifs à aider la Tunisie, à faire en sorte que le libre débat, la libre information, la libre confrontation des points de vue puisse se développer. Et on aimerait savoir ce que les Tunisiens qui ne sont pas islamistes d'abord, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas réclamé le bandeau islamiste, veulent. Est-ce qu'ils veulent des choses ensemble ou est-ce qu'ils le veulent avec Ennahdha? Ça m'intéresse. Alors, Nadia El Fani, j'ajoute une question, c'est que pensez-vous, vous, des laïcs et des partis laïcs qui vont accepter de s'allier avec les islamistes? C'est la question que je posais. Exactement. Non, mais moi je trouve ça très intéressant parce que c'est toujours le même problème entre les partis politiques et les dirigeants des partis politiques et ceux qui votent pour eux. C'est-à-dire qu'ils votent pour eux avec leurs fantasmes et les idées qu'ils projettent sur ces gens-là et sur les discours qu'ils sont allés écouter. Et puis d'un seul coup, on se retrouve avec une configuration où c'est Ennahdha qui va tendre la main aux partis laïcs parce que, enfin qu'on dit laïque, hein, parce que je ne sais pas selon ce qu'on me dit. Voilà, absolument, puisque il l'était. Du temps de Ben Ali, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Moi, j'ai pas inventé le débat sur la laïcité en Tunisie. Je suis parti filmer. Pas la démocratie tunisienne. J'écoute les Tunisiens. Je suis parti filmer en août 2010 sur un sujet qui était le rapport de la société à la religion au moment du mois de Ramadan, mais c'était pour justement parce que je voulais défendre la laïcité et je n'étais pas la seule en Tunisie à vouloir défendre la laïcité. Des associations, des partis politiques, etc. avaient mis dans leur statut qu'ils voulaient la laïcité pour la Tunisie. Et aujourd'hui, parce qu'ils sont tous allés devant les électeurs, on a gommé, on a refusé ce débat. Enfin, moi, j'ai filmé, on voit dans mon film. Complètement. Parce qu'il y a eu des incidents qui ont fait qu'on a quand même fini par le remettre sur la table, ce sujet, mais tout le monde a voulu éluder la question. Or, moi, quand je suis allé filmer en Tunisie, la première manifestation des femmes qu'on voit le 26 janvier, les premières pancartes qui apparaissent, c'est laïcité. Je ne les ai pas inventées. Les débats que les jeunes faisaient, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les petites salles que j'ai filmées aussi en Tunisie, c'était des débats sur la laïcité. Donc, je veux dire, il y avait une demande dans le peuple, et je ne vois pas pourquoi les élites ne feraient pas partie du peuple. Les élites, elles sont là justement pour conduire le peuple dans des raisonnements, dans des questionnements, et tant mieux. Pourquoi on refuserait aujourd'hui ce débat à la constituante en Tunisie? Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a plus de dialogue qu'on l'imagine dans les différentes composantes de la société tunisienne, et que c'est peut-être plus fluide qu'on l'imagine, ou même qu'on ne le pense ici à Paris. En dépit de mon regard néocolonialiste, j'ai bien compris ce que vous me disiez tout à l'heure, Hubert Védrine. Vous faites du journalisme, mais on ne va pas vous le reprocher. J'entends bien. Vous vouliez réagir et on va parler de la Syrie ensuite. C'était un risque, simplement. Moi, je pense qu'on peut à la fois constater qu'un certain nombre de pays arabes, pour des raisons historiques, pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, vont passer par une phase où les partis islamistes sont puissants. Toute puissance, ça ne veut pas dire dominant complètement, mais puissant. Tout en redisant que ça n'a rien à voir avec les conditions dans lesquelles le régime du Shah d'Iran s'est effondré, que la révolution islamique a pris le pouvoir, alors que toutes sortes de gens dans le monde pensaient que c'était la démocratie, comme si c'était tout à fait facile et spontané. Donc on peut penser ces deux choses. Et en même temps, comme c'est mon cas, tout en nous mettant en garde, y compris moi d'ailleurs, contre trop de paternalisme par rapport à la Tunisie, moi j'ai quand même plutôt confiance en réalité. Dans la vitalité de ce pays, la vitalité de la société civile, que vous représentez, beaucoup de choses. C'est quand même. La preuve d'ailleurs, c'est un pays du Maghreb. L'Égypte, je suis moins sûr sur l'Égypte. Oui. Maroc, même chose, même s'il y a peu de changement de régime, il y a une évolution qui est très intéressante.
Donc il y a quand même une dynamique de fond, une proximité qui est très très forte. Important. Et donc je suis plutôt confiant, parce que mais c'est un laboratoire, je ne vais pas trop m'immiscer non plus dans les discussions entre vous, qui sont très remarquables si elles continuent à pouvoir avoir lieu. Mais c'est pas entre nous seulement, c'est entre vous et nous aussi. Non mais on a bien compris. Mais oui, c'est entre vous et nous aussi, parce que c'est un laboratoire. Et on voudrait que ça réussisse. C'est pas nous qui avions mis Bourguiba en place, ni Ben Ali, qui avons, pas nous qui avons renversé Ben Ali. La révolution, elle est tunisienne. Voilà, elle est tunisienne. Et la suite est tunisienne. Évidemment, il y a une dialectique, on peut dire. Jean-Christophe Ruffin, et on passe à la Syrie, s'il vous plaît. Oui, il y a une certaine hypocrisie quand même à considérer que tout ça se joue à guichet fermé entre Tunisiens. Que les islamistes progressent tout seuls, et puis que finalement les autres, il faut les laisser se débrouiller. Les islamistes ont progressé, pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens d'action sociale extrêmement forts, qui sont financés en grande partie par l'extérieur. On sait très bien qu'un certain nombre de pays étrangers les soutiennent, les financent, les aident, c'est leur droit. On a des amis d'ailleurs sur lesquels le président de la République se repose beaucoup, comme le Qatar par exemple, qui finance, y compris d'ailleurs, semble-t-il, les combattants islamistes en Libye. Bon, tous ces gens-là donc sont aidés par l'extérieur, et nous on dirait les autres, ceux qui se battent pour les valeurs laïques, qui se débrouillent, parce qu'après tout ça se passe entre Tunisiens. Non, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous parce que. C'est moi, mais c'est pas comme ça que je l'ai dit. Oui, non, mais je dis pas ça pour vous. Les choses ne se passent pas à guichet fermé. On est dans un monde ouvert. De même que toutes ces révolutions qu'on traite de façon saucissonnée, la Tunisie, etc. On est dans un espace ouvert. On est dans l'espace saharien, sahélo-saharien, dans lesquels la violence circule, et les préoccupations qu'on a exprimées... C'est repoussoir aussi, ça dépend. Il y a plusieurs effets mélangés. Mais il y a aussi des effets de contagion, et ce qu'on a abordé au début pour la Libye, et la violence qui bout et qui n'est absolument pas réglée là-bas, peut tout à fait aussi se transporter vers l'Égypte et vers la Tunisie. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas dire, c'est plus notre affaire, c'est l'affaire des Tunisiens, parce que les choses nous concernent. Personne ne dit ça, mais c'est pas vous, ni moi, ni M. Longuet qui allez faire la constitution en Tunisie. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de soutenir ceux qui se battent pour nos valeurs. Vous n'allez pas faire les programmes des candidats, etc. Voilà. Très bonne conclusion pour la partie tunisienne. Elles aimeraient bien que ce soit elles. On parle de la Syrie ici et maintenant, si je puis dire. L'opposition ne désarme pas, malgré une terrible répression. 3000 morts en 7 mois selon l'ONU. Gérard Longuet, M. Rasmussen, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré aujourd'hui qu'une intervention militaire était exclue en Syrie. Ça veut dire que la question ne se pose même pas à vos yeux? La question se pose complètement, mais elle est tranchée elle sera tranchée en tout état de cause par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, nous savons que 2 membres permanents qui ont chacun un droit de veto, la Chine et la Russie, refusent à cet instant toute intervention et toute pression autre que symbolique. Vous le souhaiteriez, vous, une intervention oui, l'intervention française à une coalition. En gros, ma question, c'est est-ce que ce qui s'est fait, même si on ne peut pas le comparer, en Libye, peut se faire, même sous une autre forme, en Syrie? Une intervention militaire est toujours une tragédie, parce que on prend le risque de tuer, de se faire tuer, on prend le risque de déclencher quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Et les bonnes intentions ne font pas nécessairement les bons résultats. Nous avons des expériences de coalition qui se sont enlisées bien inutilement. Il y en a une, au moins, où la France n'a pas participé, c'est déjà pas si mal. Mais sur la Syrie, l'affaire est extraordinairement difficile. Mais le fait, pour Bachar el-Assad, de savoir qu'il ne risque pas, grâce au veto chinois et russe, d'être directement sous pression, est pour lui un atout fantastique que lui donne la Chine ou que lui donne la Russie. Et ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Parce que quand bien même nous pourrions-nous pas intervenir pour des raisons diverses et variées, le simple fait qu'il y ait cette paralysie politique lui donne une sécurité tranquille à cet instant. Et dans l'opinion syrienne, les gens savent très bien que le blocage russe et chinois interdit toute autre intervention et donc fige le rapport de force en faveur de l'ordre alawite. On fait quoi? On essaye de faire bouger la Chine et la Russie. Je vous rappelle que la France, c'est 1% de la population mondiale, 5% de l'économie mondiale. Nous ne sommes plus la France de Louis XIV, ni même de Napoléon Ier, ni même de Clémenceau. Et donc il faut savoir comment nous utilisons nos moyens. Nous avons proposé des textes au Conseil de sécurité avec la solidarité des pays européens. Nous avons été bloqués par ces 2 grands pays. Hubert Védrine, ce week-end, Bachar el-Assad a, d'une certaine façon, menacé les Occidentaux. Une intervention en Syrie, a-t-il dit, provoquerait un tremblement de terre ou un nouvel Afghanistan. Quelle est votre réaction?
Il a raison? C'est à la fois des menaces extravagantes et disproportionnées, mais enfin la Syrie a montré des capacités de nuisance, notamment en matière de terrorisme dans le passé, et ça montre qu'ils se sont quand même sous pression, c'est-à-dire que même si il est protégé par ce que le ministre de la Défense a rappelé, c'est-à-dire qu'au sein du Conseil de sécurité, les grands pays émergents ne veulent plus que les pays occidentaux gouvernent le monde. Vous avez tout à fait raison, pardonnez-moi, mais c'est vrai également du Brésil, de l'Afrique du Sud. Alors on nous parle de pays émergents, mais ils tardent à émerger en matière de responsabilité internationale sur le plan des droits de l'homme. Donc la grande évolution contemporaine, c'est la fin du monopole occidental en matière de contrôle du monde que nous avions depuis 4 siècles. C'est plus fort que toutes les autres évolutions. Et tout ce qui se passe, tout ce que nous racontons, se passe à l'intérieur de ça. Il y a eu une conjonction très spéciale sur la Libye qui fait que la résolution est passée. Elle a été un peu tirée par les cheveux après, mais elle est passée. Et les autres ont dit, ça recommence plus. Donc on a cet élément de blocage en matière de légalité internationale, et la France n'envisage pas d'agir, que ce soit avec la gauche ou la droite, sans cette légalité internationale. Cela dit, je vois pas pourquoi M. Rasmussen a déclaré que c'était exclu, parce que justement, il veut exister politiquement, ce qui n'est pas sa responsabilité. Alors il avait qu'à faire une déclaration en disant on ne sait pas, rien n'est sûr, pour maintenir une sorte de doute par rapport au régime syrien. Alors je pense que qu'il est secrétaire général de l'OTAN. Hein. L'action, oui, le temps exécuter une politique. Le temps ne sait plus trop quelle est sa mission, donc il a besoin de parler de temps en temps. Je pense qu'il faut tenter de mener une action par rapport aux Chinois et aux Russes, et on a vu 2 évolutions minusculissimes dans le ton des Chinois et des Russes par rapport aux Syriens, ce qui commence à s'énerver un peu. Les Turcs qui au début défendaient plutôt le régime syrien n'en peuvent plus, etc. Ils ont décroché. Donc il faut essayer de travailler par rapport à ça. Mais il faudrait trouver une autre façon qui aille au-delà des pressions par les sanctions, dont tout le monde sait qu'elles ne donnent jamais de vrais résultats, pour inquiéter le régime, malgré tout. Vous pouvez nous donner un exemple de ce qui peut se faire? Il faut trouver des sanctions plus affinées, plus ciblées. Il faut peut-être, au lieu de se disputer avec les Turcs, il faut peut-être se coordonner plus avec les Turcs. Il faut se coordonner avec les Turcs. On peut inquiéter la Syrie. Mais cela dit, il ne faut pas croire qu'on va retrouver la même conjonction que j'avais rappelé au début de l'émission concernant la Libye. C'est pas la même chose. Je comprends bien ce que vous voulez dire. Faire par exemple pression sur les Syriens par la Turquie. Non, se coordonner avec les Syriens pour avoir une tactique plus commune par rapport à la Syrie. Oui, excusez-moi. À propos de la Syrie, se coordonner avec les Turcs à propos de la Syrie, et puis rechercher qu'est-ce qu'il y a comme autre allié du côté arabe pour qu'au moins il y ait un discours un peu inquiétant par rapport au régime syrien qui puisse consolider le Conseil de transition qui est un peu faiblard mais qui a eu le mérite de se constituer. Ce que vous décrivez là, ça s'appelle quand même construire un rapport de force. Oui, d'accord. Oui. Juste un mot. Oui, c'est juste un mot. Donc c'est une intervention d'un autre ordre. D'une autre nature. Mais il n'y a pas du tout. Mais c'est très intéressant. Il n'y a pas du tout l'équivalent des insurgés de Benghazi qui appellent au secours, et puis de l'appel du Golfe, puis de l'appel de la Ligue arabe. Il n'y a pas tout ça pour le moment. Il y a des éléments. Je pense que la situation. Il y a un conseil de transition, enfin. La situation se dégrade très lentement, mais inexorablement, après cette répression extrêmement cruelle en Syrie. Il faut peut-être commencer à dégager des perspectives qui éveillent l'intérêt des minorités qui ont peur jusqu'à maintenant de la chute du régime. Le paradoxe, c'est que les Druzes, les chrétiens, les Kurdes, même les Alaouites qui ne sont pas de la famille Assad, ont peur de la chute du régime parce que la chute leur paraît encore plus inquiétante par rapport à ça. Donc il faut trouver des réponses politique, est-ce que pourrait être la Syrie dans l'avenir? C'est un travail de longue haleine, c'est ingrat, mais il n'y a pas de solution facile. Christophe Ruffin, en Syrie comme en Libye, vous dites jamais d'intervention? D'abord, je pense que si les Russes et les Chinois et les pays émergents d'ailleurs, sont si réticents à une intervention, c'est parce qu'ils se sont fait gravement avoir avec la Libye. Ils ont accepté de voter une résolution qui était présentée comme une résolution humanitaire, ou en tout cas d'une responsabilité de protéger, qui était à minima, et ils se sont retrouvés avec une guerre. Donc ça, le coup, on leur fera pas 2 fois. Ça, c'est absolument clair, on leur fera pas 2 fois. Qui est considéré techniquement comme une guerre exemplaire. Je sais que ces jugements peuvent choquer, mais qui est considéré techniquement comme une guerre exemplaire. Écoutez, je pense que cette émission vient un peu tôt. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de la Tunisie, donc là on est en plein dans le sujet. Sur la Libye, il faut attendre un petit peu. Il faut attendre un petit peu, et je crains malheureusement que si vous refaites cette émission dans 2 mois ou 3 mois, on voit apparaître dans ce pays des forces extrêmement violentes qui sont les seules qui restent en place, puisque l'OTAN est en partie. Les seules forces armées constituées aujourd'hui sont des islamistes armés qui n'ont rien à voir avec ceux dont on a parlé tout à l'heure.
qui sont des gens qui sont les mêmes qui prennent nos concitoyens en otage dans le Sahara, etc. Hein, donc, non, ce sont pas les mêmes. Si, c'est les mêmes. Je suis désolé, le chef de la Katiba Tripoli était un ancien d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je suis navré. Donc là, on est vraiment dans les mêmes groupes. Bien sûr. On est dans les non, mêmes il y a des liens, groupes. il y a des liens. On est dans les mêmes groupes. Non, mais c'est donc. Non, simplement pour dire que... Il y a des liens ou pas? Je vous donne ce que Donc ça n'est pas une guerre exemplaire, je ne suis pas du tout d'accord, ça n'est pas une guerre exemplaire, c'est une guerre qui a dépassé très largement la responsabilité de protéger, bon, on ne va pas refaire le débat qu'on a fait au début. Ce que vous venez de dire est très grave, puisque vous venez de dire que d'une façon ou d'une autre, on a contribué à armer des gens qui, par ailleurs, kidnappent ou raptent des Français dans d'autres parties du monde. Je pense donc, très sérieusement que le jour où on aura véritablement mesuré ce que sont devenues les armes, en particulier que vous avez larguées dans le Djebel Nefoussa, par exemple. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces armes? Qui les contrôle? Où sont-elles? On sait aujourd'hui que des colonnes entrent au Mali, etc., avec, pour une part, d'anciens arsenaux de Kadhafi, pour d'autres, des armements pris à l'OTAN. Vous avez une poudrière en Libye aujourd'hui. Vous avez une poudrière. Et quelque chose qui va probablement produire ses effets sur l'ensemble de la zone sahélienne et saharienne. Ça me paraît clair. Donc, tout ça pour dire, je reviens à votre question qui était la Syrie. Oui. Je veux dire, sur la Libye, on n'a pas de doctrine, vous comprenez, sur ces interventions. Le président de la République a décidé, après avoir discuté comme ça, tout seul, sans parler même au ministre des Affaires étrangères, quand il a décidé de reconnaître le CNT, toutes ces interventions se sont faites comme ça, un peu sur le gaz, dans un coin. Bon, on n'a pas de doctrine. Alors on est intervenu en Libye et on l'a fait complètement. C'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à tuer Kadhafi, etc. Et puis sur le reste, on fait rien. Moi, je pense que, si vous voulez, sur la Libye, si on s'était limité à faire stopper le massacre, et je ne suis pas d'accord avec Gérard Longuet, je pense que c'était possible par éventuellement quelques frappes et surtout l'exclusion aérienne, là, on avait la possibilité de rejouer cette carte ailleurs, de la rejouer de façon crédible avec les Syriens ailleurs. Aujourd'hui, on ne l'a pas parce que qui va aller payer de nouveau une guerre comme celle qu'on vient de faire en Libye? Personne ne va le faire. Donc ça se fait une fois. Ça se fait une fois. Ma question portait sur la Syrie. C'est un fusil à un coup. C'est un fusil à un coup. On l'a tiré. Et sur la Syrie, est-ce qu'on a un moyen d'aider les Syriens? C'est presque je ne pense simplissime. Pas. Malheureusement, je ne pense pas. Je pense qu'on s'en est privé. On s'est privé de ces moyens. Alors, effectivement, on peut essayer de tricoter des alliances avec des pays autour, etc. Mais en tout cas, nous n'avons plus les clés. Et si les clés sont quelque part, elles sont dans les pays de la région et pas chez nous. En tout Mathieu Guider. D'abord, sur la Libye, peut-être qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les islamistes qui sont en Libye sont liés à Al-Qaïda. L'islamisme libyen est très particulier. Y compris le chef dont il a parlé, Abdelhakim Belhaj, a fait un parcours qui est le sien, mais aujourd'hui, c'est lui qui sécurise Tripoli depuis un certain temps, et il est prêt à déposer les armes si on lui demande demain, pour une raison toute simple, c'est qu'il n'est pas majoritaire, et qu'il risque des autres partis, tout le monde est armé, donc il risque d'être exécuté à n'importe quel moment. Donc vous pensez qu'on joue à se faire peur? Je pense qu'on joue à se faire peur sur la Libye, d'autant plus sur les armes, point très important. Je crois que tous les militaires le savent, l'essentiel c'est de ne pas avoir une arme, c'est d'avoir une munition. Et donc tous ces gens-là qui ont des armes, ils peuvent s'amuser avec pendant le temps. Lorsqu'il n'y aura plus de munitions, il n'y aura plus d'armes. Bien. Sur la Syrie maintenant. Merci. Je crois que non, mais le problème des armes sera réglé en soi, à moins que quelqu'un leur fournisse. C'est une question de bon sens. Non, mais les munitions sont plus importantes que les armes. C'est très important la logistique. Mais oui, mais si on peut acheter des armes, on peut acheter des munitions. Et c'est pas eux qui font des prises d'otages, heureusement. C'est pas les Libyens qui font des prises d'otages aujourd'hui, heureusement. Sur la Syrie maintenant, je crois que Bachar al-Assad, le président syrien, est allé trop loin contre son peuple. Il a tué trop de monde. Dans chaque village, dans chaque ville, il a fait des victimes. Et donc, son peuple lui-même ne lui pardonnera pas. C'est un régime qui est condamné sur le court, moyen ou long terme. C'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui. Alors, que peut-on faire pour répondre à votre question? Parce qu'en Syrie, ça fait 7 mois que ça dure. Tout à fait. Pour nous, d'abord, il faut penser au peuple syrien. Et je suis étonné que M. Ruffin, un humanitaire, se fasse des analyses politiques sans se situer jamais du côté des victimes. Un humanitaire se situe toujours du côté des victimes, en Libye, en Syrie et ailleurs. Je ne me situe pas du côté des victimes, mais aujourd'hui, la Syrie, les victimes, c'est le peuple. Les victimes, y compris c'est les le peuple aujourd'hui. C'est le peuple. Et en Libye, c'était le peuple toujours. C'est pas Kadhafi la victime. Oui, tout à fait. Donc, sur les victimes, elles souffrent aujourd'hui et nous pouvons rien faire malheureusement parce qu'on a joué la carte en Libye complètement parce que le régime libyen était le maximum de ce que pouvait faire une contre-révolution arabe. On dit exactement la même chose. Alors, juste sur qu'est-ce qu'on peut faire. Je crois qu'aujourd'hui, le salut ne peut venir que des pays arabes
pour une raison toute simple, c'est que les pays arabes sont tous sunnites autour, et on a une minorité chiite qui est en train de massacrer une majorité sunnite depuis un certain temps. Tous les pays de la région, de l'Arabie Saoudite à tous les pays du Golfe, en particulier le Qatar, qui est très actif, n'accepteront pas que cela continue beaucoup plus longtemps. Donc je crois que, et l'émir du Qatar d'ailleurs, lorsqu'il a été invité à Paris lors de la conclusion de cette opération militaire, a clairement dit aux peuples arabes, dans la déclaration de presse, nous avons fait appel à l'OTAN parce que nous n'avons pas trouvé un consensus arabe pour intervenir nous-mêmes en Libye. Il y a un rôle de l'Iran ou pas dans tout ce qui se joue actuellement? Bien sûr, il y a un rôle de l'Iran. Bien sûr, il y a des alliances sur des paradigmes religieux. Sur des paradigmes religieux. Alors, Souheir Belhassen. Je ne pense pas qu'il faille attendre une intervention des pays arabes sunnites qui ont peur de cette situation et qui, au contraire, s'ils pouvaient renforcer la répression aujourd'hui, il le ferait. Aujourd'hui, l'Iran est chiite, oui, mais je parle des pays arabes autour, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Qatar, que ce soit le Bahreïn. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour écraser ces révoltes vraiment dans l'œuf. Et ce qui s'est passé dans le monde arabe leur fait craindre encore davantage une action du monde arabe. Attendre une action du monde arabe, il y aura évidemment cette couverture qu'on a eu pour la Libye, de quelques-uns qui donnent une couverture. Mais jamais aujourd'hui ces pays-là ne s'impliqueront de façon sérieuse contre Bachar. Conclusion syrienne. Je voulais ajouter une remarque sur la Syrie. Si on ne peut pas, si une intervention pareille invraisemblable en Syrie, c'est pas parce qu'on a été, si on prend la thèse de Ruffin, trop loin dans l'intervention en Libye, c'est pas parce qu'il n'y a pas la demande, l'équivalent de la demande de Benghazi, c'est pas parce qu'il y a la demande de la Ligue arabe, c'est que si vous disiez militairement, je parle sous le contrôle du ministre de la Défense, eh bien, on va intervenir en Syrie. En quoi ça consiste? C'est gigantesque, c'est effrayant. C'est l'équivalent de la guerre en Irak. Et il ne s'agit pas d'aller sauver une ville parmi d'autres. Ça se passe à peu près partout, sauf à Damas. Donc l'enjeu militaire est hors de portée de qui que ce soit. C'est pas 2 ou 3 pays dynamiques qui peuvent se servir de la logistique de l'OTAN, qui a eu apporté un concours passif en réalité. Par rapport à ça, c'est pas du tout en proportion. Et malheureusement, les dirigeants syriens le savent ça. Ils jouent un peu de ça. Plus de la crainte qu'ont les pays voisins de voir la Syrie se décomposer, etc. C'est pour ça qu'il faut essayer de tourner cette impossibilité réelle de fond en inventant une sorte de pression sophistiquée, continue, intelligente dans des systèmes d'alliance pour augmenter la fissure entre les régions. Et oui, mais si vous avez un système plus rapide, dites-le. Non, précisément. Voilà. D'abord, je voudrais dire, je ne suis pour une fois en désaccord total avec Mme Belhassen. Pour ce que je sais des pays arabes, et en particulier des pays sunnites, ils sont catastrophés de la situation syrienne et souhaitent le maximum de pression sans avoir la capacité d'intervention. Ils souhaitent le maximum de pression pour isoler le système de Bachar al-Assad et aboutir à sa fin. C'est vraiment leur demande. Quelle est la réponse? Elle est dans le basculement des 2 grandes puissances et des pays émergents au Conseil de sécurité. Lorsqu'un pouvoir a la certitude que l'ordre international lui refuse le droit de vivre, il se délite. Plus rapidement s'il y a des forces, moins rapidement s'il n'y en a pas, mais il se délite absolument. Pourquoi? La Russie et la Chine sont la clé. La Russie, la Chine, le Brésil, oui, tout à fait, tout à fait. Et il faut expliquer aux Russes et aux Chinois tous les inconvénients de leur attitude actuelle pour eux, c'est tout. Une question, que change le printemps arabe et son automne islamiste ou pas pour Israël et le processus de paix au Proche-Orient, Hubert Védrine? On a vu pour le moment que ça a inquiété je ne veux pas dire les Israéliens, le gouvernement israélien. Il ne faut pas oublier que c'est un gouvernement de droite, avec des éléments d'extrême droite, que les Israéliens sont partagés, qu'il y a un camp de la paix puissant, majoritaire dans l'opinion, mais qui n'est pas organisé politiquement. Et comme c'est un scrutin de représentation proportionnelle et que les gens votent pour d'autres raisons que l'affaire de la paix, en réalité, vous avez ce type de gouvernement. Donc l'attitude israélienne jusqu'à maintenant, c'est de craindre, d'appréhender la chute de partenaires qui étaient commodes. Regardez Moubarak, il était très arrangeant quand même avec Israël. Chaque fois que les Occidentaux voulaient faire semblant de relancer un processus de paix bidon, largement, il acceptait de faire un sommet à Sharm el-Sheikh, etc. Bon, il était très gentil, très coopératif. Les Israéliens sont inquiets de ça. Et pour le moment, ils n'ont pas trouvé la réponse qui consisterait au fond à rebondir par rapport à ça et à reprendre une initiative. Mais ça nous renvoie au blocage interne
entre Israéliens. C'est un débat israélo-israélien largement. Pour le moment, ils ont réagi avec inquiétude et passivité, et je crois qu'ils ont tort parce que le temps ne joue pas pour eux par rapport à ça. Et ce sera ma dernière question, Gérard Longuet. La Palestine est devenue aujourd'hui un membre à part de l'UNESCO. Avec à part entière. À part entière, absolument, à part entière de l'UNESCO. Merci, c'est bien, vous écoutez ce qu'on vous demande. Moi, je veux savoir juste ce que vous pensez de ce vote historique, c'est la fin de l'émission, qui a eu lieu avec une voix française. Moi, ça ne me choque pas. Nous reconnaissons deux peuples et nous voulons deux États. Nous reconnaissons deux peuples, nous voulons deux États. Ça ne me choque pas. C'est logique. On fera pareil à l'ONU ? Nous sommes d'accord, Monsieur Longuet. Le calendrier de l'ONU n'est pas tout à fait le même, mais le signal de l'UNESCO est un signal fort qui devrait faire réfléchir ceux qui pensent que le statu quo indéfini est possible. Merci infiniment les uns les autres de votre présence. Rapidement, les livres de l'émission. Ce soir, ils sont nombreux et de qualité. Jean-Christophe Ruffin, 7 histoires qui reviennent de loin. Ce sont des nouvelles qui viennent de paraître aux éditions Gallimard. Hubert Védrine, dernier tome du Temps des chimères, 2003-2009 aux éditions Fayard. Pour Mathieu Guider, Le choc des révolutions arabes aux éditions Autrement. Les nouveaux terroristes chez le même éditeur. Monsef Marzouki, Dictateur en sursis, la revanche des peuples arabes. Il faut absolument lire ce livre. Citation d'Edoui Plenel aux éditions de l'Atelier avec une préface de Noël Mamère. Le livre de notre ami Serge Moati, Dernière nouvelle de Tunis, paru aux éditions Michel Lafon. Et enfin, je vous annonce la parution le 9 novembre du dernier livre de Bernard-Henri Lévy, La guerre sans l'aimer, journal d'un écrivain au cœur du printemps libyen, qui paraît aux éditions Grasset. Avant de nous séparer, un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé notre débat, à Tristan Carnet qui vient de le réaliser. On se retrouve nous lundi prochain, nous serons le 7 novembre pour un nouveau mot croisé. Bonne fin de soirée avec le dernier journal. Merci de votre fidélité.